Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du One Morgan Show Live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dan Bernier. Alors Dan, vous le connaissez, hein, il est avec moi le vendredi matin sur l'actu web by SEO Camp. Et puis c'est un SEO qu'on ne présente plus. Donc je vais te laisser quand même te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, Dan. Oui, merci Morgane. Et ben voilà, Dan Bernier, je suis donc strasbourgeois, déménagé pour l'occasion de manière temporaire à Lyon. Mais ne vous en faites pas, les Strasbourgeois, je suis de retour très bientôt. Donc SEO depuis 2006, ça commence un peu à remonter. 2009 en tant que professionnel, on va dire, du SEO. Ma spécialité, c'est le marketing comportemental, donc je m'intéresse au comportement des internautes et on va pas mal en parler aujourd'hui. Voilà, donc j'ai une agence Ineolab à Strasbourg. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que ça me passionne de parler de ça. Donc je suis vraiment très heureux de venir en parler avec vous tous, avec vous toutes. Surtout n'hésitez pas à poser des questions, même certaines questions qui vous paraissent peut-être bêtes entre guillemets, posez-les, c'est toujours intéressant, ça crée le débat et c'est pour ça que voilà, on va pas faire de cours, on va faire un débat ouvert sur le sujet. Et je suis vraiment content de cette invitation, surtout toi Morgane, puisque je crois qu'il y a certains aspects sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. Donc c'est hyper intéressant. Voilà. Ouais, bah après le SXO, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, on avait choisi d'intituler ce rendez-vous SXO mythe ou réalité, donc c'est pas par hasard, hein, c'est un thème qui est assez décrié pour diverses raisons, donc c'est pas simple à comprendre, comme c'est pas si simple que ça en a l'air à comprendre ce concept. Euh, on va en parler ensemble, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important. C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui. C'est pas juste parce que je t'aime bien, c'est aussi parce que le sujet est à mon sens, intéressant et intelligent à aborder. Mais après, voilà, on est quand même sur quelque chose qui fait aussi un peu bullshit, où on ne sait pas trop où est la limite de l'utile ou du futile. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de faire un peu le tri là-dedans, euh, pour que les gens arrivent à s'y retrouver, tout simplement, et à bien comprendre ce que c'est de façon fondamentale. Donc on va peut-être commencer par là, du coup, avec un petit moment définition. Le SXO, c'est quoi? Alors, de façon très simpliste, la contraction de SEO et de UX pour expérience utilisateur. Mais vu d'ici, ça ressemble quand même à un grand fourre-tout. Donc, toi qui fais pour le coup du marketing comportemental depuis longtemps, qu'est-ce que c'est finalement le SXO? Ouais, donc le SXO, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un journaliste qui a inventé, entre guillemets, le terme en 2016. Il cherchait justement un moyen d'expliquer ce qu'il avait plus ou moins lu ou vu dans une conférence. Donc c'est pas un terme qui a été créé par les SEO, on va dire, de manière basique. Voilà, c'est vraiment voilà, c'est une contraction de deux univers, si on veut, qui sont peut-être un peu connectés à un moment donné. Mais le SXO en tant que tel, voilà, c'est un sigle. Voilà, c'est comme on dit SEO, c'est comme si on dit, je sais pas, la CTS à Strasbourg. Voilà, donc ça veut dire en effet Search Engine Optimization et User Experience, donc c'est vraiment la contraction des deux, mais ça n'est pas plus différent du SEO ou de l'UX. C'est pas une catégorie dans les métiers du web, par exemple. On peut pas dire SXO, c'est complètement décorrélé du reste. Maintenant, il y a une réalité, c'est que Google a commencé à s'intéresser entre guillemets à des critères de ranking parce qu'il a intégré des critères dans son algo qu'il a appelé d'une part les signaux web essentiels, on va en parler après, les Core Web Vitals. Et donc la question est quand même de se poser, est-ce que l'UX devient un critère pour se positionner ou pas? Je vois que tu partages le document, donc en effet, il Oui, y a... bah, parce que comme tu commençais à parler des Core Web Vitals, bref rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toute l'actualité du SEO de cette année, on a eu un lancement cet été de nouveaux critères de référencement, enfin annoncés par le moteur, hein, c'est lui qui nous le dit, donc les Core Web Vitals. Du coup, et l'UX rentre finalement dans le scope
des critères de ranking selon le moteur de recherche principal Google. Donc voilà, donc j'ai du coup ouvert ta présentation avec cette infographie pour qu'on peut-être reparle des signaux web essentiels et justement de ces nouveaux signaux de l'UX qui sont pris en compte pour le référencement naturel. Oui, donc il y a 3 critères, LCP, FID, CLS. Donc voilà, dans le détail, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une info qui est sortie chez Abondance, là, Olivier Andrieux, qui nous a fait part du fait que Google était déjà en train de chercher à changer ces critères-là. Donc, on est en train de parler de quelque chose qui est peut-être déjà caduque dans un sens, c'est un peu le problème. Mais bon, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'avais mis finalement cette slide un petit peu en 4e, c'est que l'UX chez Google, c'est pas une nouveauté 2021. C'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. Il n'y a pas un stagiaire au marketing qui a dit si on s'intéressait aux critères de comportement, ça plus ou moins existé depuis un moment, notamment, on va dire, RankBrain, même si ce n'était pas tout à fait l'objectif de cet algorithme à la base, c'était de s'intéresser aux intentions de recherche, à savoir la raison qui est cachée derrière la requête tapée par l'internaute. Donc, déjà, à ce moment-là, Google commence à s'intéresser à finalement comment pense, on va dire, un petit peu l'internaute. Il y a les critères des Core Web Vitals qui arrivent parce qu'à un moment donné, Google, il doit, aussi malin soit-il, il doit quand même essayer de trouver des critères sur lesquels il peut se baser pour identifier qu'un site est de qualité ou n'est pas de qualité. C'est pour ça qu'il sort ces 3 critères-là qui, selon lui, correspondent le mieux, on va dire, à la situation, on va dire, de prise en compte, comment dire, de l'aspect un petit peu UX. Donc, en quelques mots, on a le Largest Contentful Paint. Alors, désolé, j'ai pas d'anglais, mais on a l'habitude de dire LCP. Donc, concrètement, c'est la définition exacte. C'est le temps qui est mis par le contenu principal, donc l'image texte qui occupe le plus de surface à l'écran pour être chargé. À l'écran de l'internaute sur mobile, mais à tous les niveaux, quoi. Et en fait, la mesure, elle s'arrête dès la première interaction de l'utilisateur. Donc, dès qu'il déplace sa souris, dès que il clique sur un élément, ça s'arrête là. Donc, c'est une mesure qui est entre, si vous êtes en dessous de 2,5 secondes, vous êtes dans le bon. Entre 2,5 et 4 secondes, vous êtes moyen, et au-dessus, c'est la cata. Donc, ils ont aussi un principe avec 3 couleurs, donc vert, orange et rouge, et ça permet, on va dire, de définir, on va dire, le niveau du critère. Ensuite, il y a le FID, donc le First Input Delay, encore une fois un accent magnifique. Donc c'est le temps à partir duquel le navigateur il peut réagir à un clic ou à une saisie de texte. Petite nuance, le scroll n'est pas concerné, donc ça veut dire que c'est le temps que l'interface met à réagir. Donc là aussi, il y a 3 niveaux. Donc en dessous de 100 ms, on est bon. Entre 100 et 300, on est moyen. Et au-dessus de 300, on est vraiment mauvais. Et enfin, le dernier, c'est le CLS, Cumulative Layout Shift. Alors, c'est un peu compliqué parce que déjà, en français, ils nous l'ont traduit comme ce qu'on appelle d'instabilité de rendu. Donc, ce n'est pas le changement de la taille des éléments, comme on pourrait le croire, mais c'est le changement de la position de départ des éléments visibles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous savez, quand on fait du responsive design, les éléments ils vont bouger par rapport à la taille de la fenêtre. Là, il y a une vraie apparemment réflexion que Google a eue par rapport à ça, essayer d'identifier les changements. Donc l'idée, en fait, qui cachée un petit peu derrière ça, c'est d'essayer de prévoir la manière dont le site il est construit pour que la constitution de la page avec les différents éléments arrive de manière assez optimisée, quoi. Donc ces 3 critères-là sont des critères qui ont intégré la mise à jour de la Google Page Experience qui porte le nom de signaux web essentiels Core Web Vitals. La question que tout le monde se pose, la question à 100 000 évidemment, c'est est-ce que ces critères-là sont des critères de ranking, c'est-à-dire grâce à cela, on peut être mieux positionné ou moins bien positionné.
Est-ce qu'on se lance là-dessus, Morgane, ou tu veux... Mais oui, parce que c'est finalement la seule chose qui nous intéresse, hein, parce que faire plaisir à Google, pour faire plaisir à Google, dans un sens, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait? Après, moi, j'ajouterais à ça qu'il y a quand même une forme de logique, finalement, derrière ça, euh, et de logique très pragmatique, finalement, de se dire que le point de départ d'une bonne expérience utilisateur, c'est quand même la rapidité d'une interface et la capacité à visualiser cette interface sur un terminal mobile qui représente aujourd'hui quand même le plus gros de la navigation sur Internet. Donc finalement, bon là le moteur met un peu le doigt sur quelque chose, mais je pense que la majorité des concepteurs de sites web essayent au moins d'aller un peu dans ce sens-là, sans avoir besoin que Google vienne leur dire attention, tu es pas assez rapide. Donc est-ce qu'on considère que c'est vraiment un changement ou est-ce que c'est finalement dans la continuité un petit peu de ce qu'on faisait déjà de façon logique, à savoir essayer de limiter les temps de chargement de nos pages et les temps d'interaction sur les pages par logique humaine, et c'est ça l'UX, c'est s'intéresser à l'utilisateur. Donc est-ce qu'on le faisait pas déjà avant et est-ce que finalement c'est pas un peu une goutte d'eau dans la mer? Bah oui, on le faisait déjà avant, ça c'est une évidence. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on le faisait avant, mais il y avait plein de gens qui ne le faisaient pas. N'oublions pas, je fais une petite parenthèse parce que ça me fait un petit peu penser à ça. Mais quand Google a dit à partir de telle date, tous les sites qui sont pas mobiles, on va les dégager de notre index, c'était un petit peu une annonce choc qu'ils avaient fait. C'était un peu mettre la pression sur les webmasters qui ont des sites qui ne s'affichent pas correctement sur mobile. Alors que c'est une méthode à la Google qu'on n'apprécie pas trop parce que c'est vrai qu'ils mettent un petit peu le couteau sous la gorge, c'est pas une bonne idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a forcé, on va dire, les webmasters, les agences de communication, tout le monde, en fait, tout l'écosystème à penser un peu mobile. Je dis pas que c'était pas le cas avant, puisqu'il y a des agences qui font du mobile first depuis 2010, voire même peut-être avant. Mais il y en avait plein, ils disaient, bon, bah, j'ai pas de raison de le faire, mes utilisateurs, bon, bah, moi, je veux juste qu'ils achètent le produit, je veux pas qu'ils utilisent mon site, ok. Donc Google, il joue un peu son rôle quand même voilà, c'est le numéro uno, c'est le leader. Donc ça serait bien qu'il aille dans le sens un petit peu de l'utilisateur et pas toujours de l'autre côté. Donc oui, on le faisait déjà avant, mais je pense qu'on le faisait pas assez bien. Il y avait plein de gens qui savaient pas à quoi se raccrocher en fait. C'est quoi une page qui se charge bien en fait pour un internaute? Il y a des gens ils savent tout simplement pas en fait. Donc il y a plein de théories qui sont sur le sujet, il y a plein d'études qui ont été faites. C'est pas parfait, hein, c'est pas parfait. Les 3 critères de Google sont loin d'être parfaits, mais au moins c'est quelque chose sur lequel on peut se rattacher, sur lequel quelqu'un qui n'est pas SEO, quelqu'un qui n'est pas un expert en web perf, il peut dire voilà, si déjà je remplis ces 3 trucs-là, je pense que c'est déjà pas mal. Attention, c'est pas parce que vous êtes bon en CLS, FID et le 3e que votre UX est bon. Et là tout de suite, je vois tous les UX dans le chat qui sont d'accord avec moi. Attention, l'UX et la web perf, c'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout, enfin c'est pas du tout, c'est pas du tout, mais c'est pas tout à fait la même chose. Attention, hein, pas parce que votre site se charge rapidement que l'UX de votre site il est nickel, hein. C'est pas que ça, hein. C'est un élément parmi d'autres. Voilà. C'est justement le propos de ma prochaine question, parce que c'est vrai que si on se contente de ça, finalement, on pourrait presque imaginer que faire du SXO, c'est optimiser la rapidité de ces pages. C'est un raccourci, soit, mais finalement, c'est ce qui transpire du message que nous envoie Google à travers les Core Web Vitals. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, le SXO, ou en tout cas, pour toi, c'est quoi ce SXO, le bon SXO, je vais dire, hein, je vais le dire parce que je pense que tu es dans le vrai sur ce propos-là, celui qui va vraiment participer à la stratégie SEO de façon globale et que tu nommes toi-même comme étant le 4e pilier du SEO. Alors c'est vrai que moi j'ai cette conviction depuis toujours, enfin depuis pas mal d'années, depuis que je bosse un petit peu dans le milieu professionnel. Mais pour moi, il y a en effet 4 piliers du SEO, à savoir la technique, le contenu, la popularité et l'UX. Pourquoi ? Tout simplement que
être bien positionné, c'est un objectif. Être bien positionné dans Google, c'est très important. Être cliqué, c'est encore mieux. Mais au final, si l'internaute il n'achète pas votre produit parce qu'il ne sait pas sur quel bouton il doit appuyer pour aller au bout du tunnel, si il ne sait pas comment naviguer sur votre site et qu'il s'en va, et ben en fait vous avez tout perdu. Donc pour moi, voilà, je vais reprendre cette phrase que j'avais déjà citée au SEO Camp, mais c'est la réalité, c'est que le SXO, c'est du SEO, point. Il n'y a pas de nouvelles, de nouvelles choses qui viennent d'arriver. C'est pas parce que Google a décidé de nous créer des critères que ça y est, il y a subitement, on va basculer dans autre chose. Non, ce qu'on faisait avant, il faut continuer de le faire. On est toujours un petit peu dans cette recherche d'amélioration et d'amélioration vers l'internaute. Parce que c'est l'internaute qui va acheter notre produit, c'est l'internaute qui va lire notre contenu, c'est l'internaute qui va naviguer sur notre site. Et donc, on a besoin de comprendre l'internaute. Attention, en effet, pour comprendre l'internaute et pour arriver jusqu'à lui, eh ben, on passe par la passerelle Google, et Google, lui, il a des critères. Donc, on ne peut pas être juste UX et pas le reste. On ne peut pas être juste contenu et pas le reste. C'est un tout, c'est pour ça qu'on parle de pilier, parce que s'il manque un pilier, ben, votre site, il va un petit peu tanguer et parfois, il va avoir des gros soucis. Donc, je sais que le sujet, il est un peu polémique et ça fait longtemps que j'en parle, donc je sais qu'on aime bien un petit peu discuter sur le sujet, mais l'UX, ça a toujours été un pilier du SEO. Si vous reprenez la pyramide du SEO de Daniel Rock qui date de 2013, il y avait déjà l'utilisabilité qui était en tout premier dans la pyramide. C'est pas pour rien. Je veux dire, les SEO, ils ont fait de l'UX. Peut-être qu'ils veulent pas le reconnaître, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on les voit pour autre chose que pour des vendeurs de liens, mais la réalité, c'est qu'en tant que SEO, on fait de l'UX. Et c'est pour ça que là, je veux quand même revenir sur le début de la conf, qu'on est passé assez vite dans le vif du sujet, que je veux quand même repréciser. Moi, je ne suis pas UX designer. Je ne suis pas UX designer. L'UX, c'est un vrai métier pour lequel parfois ça peut aller très très loin, bien au-dessus du web, même parfois. Moi, je ne suis pas UX designer. Je m'intéresse à comment l'internaute sur le site web ou sur la SERP, il va réagir. Et en ça, c'est du SEO, en fait. Pour moi, personnellement, en ça, c'est du SEO. Mais je ne vais pas aller faire des tests utilisateurs hyper poussés où je vais demander à l'internaute comment est-ce qu'il vit sa vie en tant qu'internaute pour justement être en mesure d'aller lui parler derrière des différentes manières qui sont possibles. Donc attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'il y a un X qui est venu s'intégrer dans le S et dans le O que direct tous les SXO sont des UX. Hein. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, le terme, j'essaye de ne pas l'utiliser parce que c'est vrai qu'il est un petit peu faux quand même. Pourtant, il y a quand même des sujets qui commencent à se rejoindre, et notamment avec la personnalisation des interfaces qu'on commence à voir arriver. Alors, pas sur les petits sites ou pas sur le site de l'entreprise lambda, mais sur les gros sites de marque, on commence à avoir différentes versions du site qui sont proposées à l'internaute en fonction d'où il vient, de quelle source il vient, et on peut proposer une expérience personnalisée aujourd'hui, en tenant compte justement de l'utilisateur, de l'endroit où il est dans son parcours et toutes ces choses-là. Donc là, on commence presque même, enfin, on parle même plus du X, là, on déborde complètement sur le marketing. Si on commence à parler de parcours utilisateur, c'est une composante importante pour toi du SXO, justement, ce parcours utilisateur. Ça doit vraiment faire partie de la démarche de tout SEO, je serais tentée de dire. Évidemment, parce que moi je ne comprends même plus comment c'est possible que y a des agences et même des indépendants. Faut pas croire que c'est que les agences qui disent des conneries. Il y a aussi des indépendants qui disent ça, du genre l'objectif du SEO, c'est d'être premier sur telle requête et puis d'avoir du trafic. Non, ok, c'est un aspect. Mais je veux dire, si ton trafic, 100% de ton trafic, il arrive sur ton site et derrière il s'en va, bah, ça n'a aucun intérêt en fait. Moi, je suis désolé, mais faire du SEO pour du trafic, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est faire du trafic pour derrière lire mon contenu que j'ai quand même me suis pris la tête comme jamais à rédiger, et que il achète mon produit, il me contacte sur le demande de contact, qu'il entre dans mon tunnel. C'est ça que je veux en tant que SEO. Si c'est juste de dire bon, je vous amène du trafic, bah vous savez quoi, on va vous mettre en place des milliers de robots et là ils vont vous amener plein de trafic. Vous allez voir. Les stats analytics, elles vont exploser. C'est pas ça. Je veux dire, le SEO, c'est pas ça. Moi, je comprends même pas. Je suis même pas sûr que ça a été un jour ça, en fait.
puisque Mais voilà. pourtant si, parce que j'ai vu passer ce matin un post LinkedIn justement avec une étude qui montrait que le premier KPI qui était analysé par les annonceurs, hein, les détenteurs de sites internet, quand on parle de SEO, pour calculer le ROI, c'est quand même le trafic. C'est assez, j'allais dire désespérant, mais oui, c'est assez désespérant de s'imaginer que finalement, j'ai plein de visites, je suis content, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche aujourd'hui quand on fait du SEO, ou est-ce qu'on on doit pas aller plus loin et espérer, pour le coup, de générer du chiffre d'affaires, de générer, enfin, c'est des leads à minima, je serais tentée de dire. Exactement. Et le SXO, est-ce que finalement ça sert pas à ça, à faire le lien entre le trafic et le résultat pour de vrai, la vraie transformation de l'internaute en client, de l'internaute en lead ou de l'internaute en acheteur. Euh, Eh ben, si c'est ça, je reviens à cette citation de Laura Blanchard, c'est le SXO, c'est du SEO, point. Je veux dire, voilà, c'est du SEO. Il n'y a pas de différence en fait. Les campagnes SEO qu'on lançait en 2010, en 2012 ou en 2015, elles avaient aussi l'objectif de cibler le trafic qualifié, le trafic qui va convertir à la fin. Donc, que le KPI de conversion ne soit pas regardé par les directeurs marketing, eh ben, c'est un problème, j'ai presque envie de dire, d'éducation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant que ce qui est important, c'est que l'internaute, voilà, il achète le produit, quoi. Si tu veux juste avoir du trafic et que tu ne veux pas acheter ton produit ou faire de la demande de lead, ben, je ne sais pas comment ton business il peut tourner. C'est impossible. Donc, ouais. ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui pensent que le SEO, c'est pas du business, c'est pour le fun, c'est comme ça, c'est pour avoir voilà, des belles slides à montrer au N+1. Non, désolé les gars, nous on a un vrai travail. Hein, c'est pas... Donc je sais pas, franchement, je sais pas. Moi, je pourrais même pas te parler d'expérience comme ça parce que j'ai affaire qu'à des clients dont l'objectif, c'est d'améliorer leur chiffre d'affaires, améliorer leur demande de lead, ils veulent vendre plus de produits et pour eux, le SEO, c'est un levier. Alors, bon, moi, je suis passionné par le SEO, je vais vous parler que de SEO, mais il y a d'autres leviers, il y a tout un tas d'autres leviers. Je ne sais pas si demain, on va dire, avec Google Ads, ça permet juste de ramener du trafic sur ton site. C'est complètement aberrant. Enfin, je sais pas, Mais je comprends pas, quoi. c'est là où le delta entre les deux disciplines est vraiment énorme, hein. Il y a un calcul très très précis pour le coup. Enfin, même la moindre petite entreprise qui fait du Google Ads est capable de savoir ce que lui coûte un lead, hein, généré grâce à ses campagnes. Et en matière de SEO, on fait totalement abstraction et presque. Alors pour le coup, moi je me suis retrouvée dans ces situations-là. Bon, moi je fais plus de la rédaction, donc on est un peu plus en bout de chaîne, mais c'est même des fois difficile de savoir quantifier ou des clients surpris dire bah mon chiffre d'affaires, mais pourquoi vous me parlez de mon chiffre d'affaires? On est en train de travailler sur le trafic. Bah oui, mais moi ce qui m'intéresse pour savoir si ce que j'ai fait a fonctionné, c'est de savoir s'il y a eu un gain en matière de chiffre d'affaires, savoir qu'il y a eu un gain en trafic, c'est presque illusoire. Enfin, de toute façon, c'est mathématique. Quand on fait notamment du contenu, voilà, on sait qu'on va générer du trafic. Ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est le résultat. Mais moi, j'ai eu le cas de clients étonnés. Mais pourquoi vous voulez savoir quel est l'impact sur mon chiffre d'affaires? Parce que c'est ça le vrai résultat finalement du travail qu'on a fait. Et je pense même que, parce que quand on parle de SEO, il y a les grandes agences, il y a des gens qui sont déjà très familiers avec tout ça, les consultants comme toi, mais il y a aussi tous les autres métiers qui gravitent autour, et notamment les rédacteurs, tu sais que j'en ai beaucoup dans ma communauté, qui sont pas assez sensibilisés non plus à ces aspects-là. De dire à un client, voilà, le résultat de mon travail, ce n'est pas un nombre de visites tous les mois ou une position dans le moteur, parce que ça aussi, on en a des belles, des coms, de position 0 ou top 1 sur des requêtes qui n'existent que dans la tête de l'utilisateur. Voilà, c'est pas ça le résultat de notre travail. Le résultat, c'est générer des leads, générer des contacts, générer des ventes. C'est ça finalement le fondement de notre travail. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le KPI du trafic, c'est un KPI. C'est-à-dire que ça peut être intéressant, en effet, de voir une évolution de trafic. Mais moi, je ne fais pas de campagne SEO dans le seul but d'avoir juste du trafic. Sinon, j'arrête et je fais autre chose. Donc, je pense que c'est plus... alors, j'utilisais le terme d'éducation, c'est un petit peu violent. On va plutôt parler de pédagogie, plutôt voilà, essayer de faire comprendre aux gens que
et aux annonceurs et même aux agences. Il y a aussi des agences dans le lot il y a énormément de KPI et tous les KPI ne sont pas à suivre pour tous les projets. Il y a des projets pour lesquels il y a certains KPI qui ont plus d'importance que d'autres. Et ensuite, on va avoir une liste d'objectifs. Voilà, on a toujours des listes d'objectifs. C'est pas, vous avez un nouveau site, vous avez un ancien site, vous avez des campagnes de pub à côté. Le SEO n'est qu'un levier parmi d'autres. Et ben, vous n'allez pas regarder la même chose que si le SEO c'est le principal levier de trafic ou de conversion. Donc voilà, ne mélangeons pas tout. C'est un peu le problème, quoi. Pour moi, c'est un peu le problème du SXO. C'est on se dit bon, on ne sait pas comment faire entrer tout ça là-dedans. Et ben vas-y, on va créer le SXO, on va tout mettre dedans et puis salut, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage parce qu'on est quand même chacun des experts. Il y a des SEO là dans la salle. Je vois une personne quand même de qualité. Salut Christian qui est là. C'est un SEO, il a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. On est tous des SEO, mais on n'est pas des fourre-tout non plus. Je veux dire, voilà, on peut avoir sa spécialisation. Et donc ça je pense, c'est aussi important d'expliquer. Le SEO, c'est pas une chose et on va essayer de faire entrer tout là-dedans et puis voilà, c'est comme ça que ça va marcher, quoi. Donc on voilà. Aimerait tous avoir la recette. Tu sais, comme quand tu fais un gâteau, tu vois, tu as la recette, tu ouvres le livre, t'appliques à la lettre et ça marche. On en rêve tous, je pense, d'avoir ça, mais au final, alors pas... moi, personnellement, non. Je dois dire que j'en rêve pas, justement, parce que c'est ce que je trouve intéressant dans le SEO, c'est que chaque campagne est différente. Même avec le même site, la première campagne que tu fais, elle va avoir des intérêts. La deuxième que tu fais, elle a d'autres intérêts, quoi. Quand tu as un objectif à atteindre, je sais pas, au bout d'1 an et que peut-être tu réussis à le faire au bout de 9 mois ou peut-être qu'au bout de 16 mois, ce que tu continues après, c'est plus la même chose. Donc il y a ce côté très évolutif, évidemment. Le fait, évidemment, les critères de Google changent. Nos amis internautes, on ne sait pas tous comment ils fonctionnent, donc ça va être intéressant. Moi, je trouve que ce côté changeant, c'est ce qui rend le SEO intéressant. Si c'était une recette, et encore, on ne devrait pas utiliser le terme de recette. Attention, il y a Christian Méline qui est là, donc il faut faire attention avec notre vocabulaire. S'il y avait une procédure claire et nette qu'on devrait appliquer pour que ça fonctionne à tous les coups, moi, franchement, excusez-moi du terme, mais ça me ferait chier au plus haut point, quoi. Ce que je trouve intéressant, c'est la recherche de tout ça, aller au bout, on est des chercheurs d'or, en fait. On est là en train d'imaginer, d'avoir un petit peu des coups d'instinct. Voilà, c'est ça qui rend le truc intéressant. Il y a des vrais critères sur lesquels on peut se caler. Il y a des stratégies qui fonctionnent. Il y a plein de gens qui partagent leur stratégie. On sait que ça fonctionne. On va vous en parler. On va vous donner quelques recos, un peu quelques bonnes pratiques et tout ça. Maintenant, vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des intelligences artificielles. Vous êtes des personnes intelligentes. Pensez un peu avec votre tête. Réfléchissez un petit peu avec votre marché. Essayez de vous mettre à la place de vos internautes. Vous allez voir, vous allez apprendre des choses. C'est pas que Google et les outils et tout ça qui vont vous donner la solution. La solution, elle est aussi un petit peu devant vous. Elle est, utilisez un petit peu ce que vous avez à votre niveau. Et voilà, après, je dis pas que ça fonctionne dans toutes les situations. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance un petit peu, faites confiance un peu aux gens, quoi. Et puis vous allez voir, vous allez trouver des trucs intéressants. Mais c'est pas forcément évident. On va en parler aussi un petit peu après du marketing comportemental. Et là, je sais que c'est sujet à beaucoup de débats parce que là, on va toucher un petit peu au cerveau, à la manière de penser, d'être, Et ça, le robot, il n'est pas connecté dessus. Il n'est pas connecté sur votre cerveau, même s'il est assez fort pour détecter des trucs. Le robot, il lance une partie d'échecs, en fait. Et il a quelques coups d'avance parce qu'il imagine des choses, mais il ne sait pas, en fait. Il ne sait pas. Il n'a pas le savoir, en fait. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en parler après avec le marketing comportemental. Oui, on va revenir justement sur cette notion de marketing au sens plus large, de parcours utilisateur. Alors toi, tu parles même de persona, comme tu vas. Je pense pas qu'il y ait des personas dans toutes les stratégies SEO, personnellement. Donc c'est quand même si, je pense que tu as raison de dire que c'est quelque chose qui est installé chez les SEO, le fait de faire de l'UX au sens
performance, incitation au clic, recherche des mots-clés qui transforment à minima. Mais pour autant, moi je reçois beaucoup de demandes de rédaction sur des projets SEO. Des personas, j'en ai pas souvent. Donc, quel est le rapport finalement entre le persona et le SEO? Alors moi, mon avis, c'est que évidemment, chercher à cibler cibler les critères qui répondent, on va dire, aux problématiques UX. Ah, toi, tu parles du conseil. Ok, moi j'étais sur autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait ça. Alors, pour moi, le persona, c'est fondamental. Pourquoi mais c'est indispensable. Je suis désolé. Je sais qu'il y a plein de SEO ou de gens même qui font du marketing qui pensent pas comme moi, mais moi je pense que si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, ben en fait, il y a le risque d'envoyer de la grosse stratégie en essayant de cibler 100% des gens et puis en gros de prier pour espérer que dans le lot, il y en ait un qui te touche, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, je dis pas que ça ne fonctionne pas, parce que ça peut marcher, et ça marche, puisqu'il y en a qui le font et ça marche très bien, donc c'est que ça peut marcher. Le problème, c'est quand ça ne marche pas, tu ne sais pas à quoi te raccrocher, en fait. Voilà, tu as créé max contenu, tu as refait ton site, tu as travaillé sur la popularité, et puis ça ne fonctionne pas. J'avais présenté un exemple comme ça au SEO Camp, un gros site e-commerce avec quand même plus de 600 000 visites sur l'année. Alors bon, c'était pas Decathlon, mais quand même pas mal. Et bien avec un taux de conversion à 0,04 et à la fin de l'année, le service marketing, il s'est regardé, il a dit mais on fait quoi? On fait quoi? Sur quoi est-ce qu'on peut se baser? Ce qui est intéressant avec l'élaboration des personas au début, c'est que ça permet d'orienter en fait ta stratégie et de l'enrichir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as identifié qui est ta cible et ta cible idéale, bien sûr, et c'est pas un fantasme. Attention, hein, le persona, c'est quand même une vraie personne, c'est quelqu'un qui existe vraiment, c'est pas que de l'imagination. Et donc tu sais comment il pense, tu sais quels sont ses besoins, tu sais quels mots-clés il est susceptible de taper, tu as identifié l'intention de recherche. On n'a pas assez utilisé ce terme, mais c'est fondamental, l'intention de recherche. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que l'intention de recherche. Il y a 5 ans, tout le monde ne savait pas ce que c'était que l'intention de recherche. Donc voilà, ça permet derrière de prioriser, parce que tu peux pas toujours lancer une stratégie où tu vas toucher 100% du web, c'est pas possible. Tout le monde n'est pas Decathlon, la Fnac et même je sais même pas si la Fnac fait du SEO quand même, hein, faut pas croire. Mais tout le monde n'est pas un mastodonte du web qui peut se permettre d'envoyer des bouteilles à la mer de partout. À un moment donné, il faut savoir qui on cible et comment on va lui parler à lui, parce que c'est déjà assez difficile d'arriver jusqu'à lui. Oui, les critères de Google sont importants, et pour arriver jusqu'à l'internaute, il faut remplir les critères de Google. Et quand on arrive devant l'internaute et qu'en fait, on ne sait pas lui parler, et ben, qu'est-ce qui se passe? L'internaute, il s'en va et il ne revient jamais. Donc, le persona, ça devrait être l'élément premier sur lequel on doit se baser. Souvent, c'est fait un petit peu à l'envers quand on se rend compte que c'est bon, on n'est pas trop mal positionné, on a du trafic, mais on n'arrive pas trop à améliorer la conversion. Et ben c'est là où on va s'intéresser à l'internaute, et dans l'eau, on va aller toucher celui qui nous intéresse. Ouais, pour le coup, moi le personnage, j'en ai fait l'expérience il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un truc que j'avais pas fait pour moi en fait depuis le début ou peu. Je me suis basée sur un peu ce que j'avais moi imaginé de ce que je connais de ma cible, et j'ai un alternant en grosse marketing qui est arrivé il y a quelques temps et qui l'a fait justement ce travail sur les personas, qui l'a approfondi. Et c'est assez fou, parce que c'est un travail qui peut même aller jusqu'à te faire remettre en cause certains aspects produits, hein. Ça va bien au-delà du SEO. C'est certain. C'est quelque chose de fondamental. Et on lit encore que le persona, ça sert à rien, que c'est compliqué, que c'est un truc imaginaire, un genre de licorne. Voilà. Mais c'est quelque chose de très utile. Et comme tu le dis, là, on fait le lien avec le SEO quand on parle d'intention. C'est pour comprendre l'intention, il faut savoir quand même à qui est-ce qu'on est en train de parler. Est-ce qu'on parle à une mère de famille? Est-ce qu'on parle à un bricoleur? Est-ce qu'on parle ça peut être tout un tas de types de profils. Dans le B2B, c'est est-ce qu'on parle à un expert ou est-ce qu'on parle à quelqu'un qui ne connaît rien de ce qu'on fait? Les deux peuvent s'avérer vrais quand on fait du SEO, par exemple, et là, on va devoir justement adapter toute sa stratégie pour arriver à amener ces gens-là vers nous, parce qu'ils recherchent pas la même chose quand ils vont dans le moteur de recherche. Et surtout,
Et il y a un autre aspect, et moi c'est ce qui me passionne, donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, c'est que l'état d'esprit de l'internaute, la raison pour laquelle il est là, mais son comportement peut influer totalement sur sa recherche. Quelqu'un qui est stressé parce qu'il a un problème stressant, il va pas du tout rechercher sur Internet comme quelqu'un qui est tranquille. Voilà. L'exemple que je prends toujours, c'est celui qui doit acheter un cadeau pour l'anniversaire du mariage de sa femme qui a lieu dans un an, par rapport à celui qui doit acheter un cadeau pour sa femme qui a lieu la semaine prochaine et il avait complètement zappé parce qu'il était complètement sur autre chose. Et ben, son comportement de recherche va être totalement différent. Il y a un aspect d'urgence, il y a un aspect de se connaître soi, mais connaître la personne à qui on doit faire le cadeau. Donc, c'est pas du tout la même chose. Peut-être que la requête va être la même, et vraiment, la requête va être la même, cadeau de mariage, mais par contre, l'intention, la raison pour laquelle l'internaute va taper cette votre cible, c'est quelqu'un qui est dans l'urgence, vous n'allez pas lui fournir la même réponse que quelqu'un qui n'est pas dans l'urgence. Donc l'internaute devient hyper important parce que s'il est dans l'urgence, qu'est-ce qu'il va chercher? De la livraison rapide, voire très rapide. Il va chercher à aller directement sur l'action, mais pas de fioriture, pas qu'on essaye de lui vendre quelque chose à côté, tout ça. Il veut un tunnel qui est super simple et il veut pas faire appel à Amazon parce qu'il se trouve que voilà, il veut acheter français, ce genre de choses. Et puis l'autre qui a plus son temps, lui, va être plus dans la comparaison, il va plus s'intéresser. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça, c'est vraiment la chose qu'il faut? Est-ce que je peux en discuter avec quelqu'un? Est-ce que je peux aller sur un chat, aller discuter avec quelqu'un? Donc, au final, on se rend compte que c'est plus la requête, l'élément principal du SEO. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que la requête, ça devient juste un moyen de toucher l'internaute, parce qu'en effet, il tape quand même sa requête dans Google, donc c'est un moyen de le toucher. Mais c'est pas la requête qui définit la stratégie. C'est le persona qui définit la stratégie. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, moi, c'est ma vision des choses. J'ai pas eu l'occasion de travailler sur des projets du type Fnac ou Decathlon. Enfin, c'est pas pour être péjoratif, c'est juste pour parler de gros sites qui ont peut-être des stratégies beaucoup plus mastodontes. Mais quand on est un petit ou un moyen, eh ben, je vous le dis vraiment très honnêtement, ne vous attaquez pas à tout le web. Essayez d'identifier celui ou celle, le persona que vous qui serait susceptible d'acheter votre produit ou de vous contacter, et essayer de le comprendre lui, parce que si vous le comprenez, vous êtes en capacité de lui parler, ben, il y a de fortes chances que derrière, il achète chez vous et pas chez les autres, aussi gros soit-il. Voilà. L'idée du persona, c'est ça. Ouais. Du coup, si on parle de parcours utilisateur, du X, de SXO, on est dans des terminologies, voilà, qui commencent à inclure vraiment l'intention et l'expérience utilisateur au process même de création et de conception d'une stratégie SEO. Au milieu de tout ça, il y a un nouvel arrivant depuis quelques temps. On nous parle du X-Writing, un peu de la même façon que le SXO, un petit peu à tout va comme ça. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as intégré, du X-Writing à tes stratégies et comment tu vois ça? Alors là, ça me fait rire parce qu'en fait, je ne sais tout simplement pas ce que c'est que le X-Writing. Moi, je suis désolé, mais pour moi, ça n'existe pas. Enfin, je vois pas en quoi. Alors, peut-être que l'UX Writing, ça arrive parce que dans l'état d'esprit de certaines personnes, faire de la rédaction de contenu, c'est envoyer un espèce de brief qui tient en un quart de 2000 lignes à quelqu'un en lui demandant de pondre 100 articles sur le sujet. Donc c'est sûr que pour ce genre de personnes, essayer de réfléchir à la manière dont un article est structuré, parce que ça va influer sur son achat ou sur son contact ou ce genre de choses, peut-être que du coup ça devient quelque chose de nouveau. Mais en fait, pour moi, l'UX Writing, ça a jamais existé. Un rédacteur qui sait à qui il parle, bah, il structure son contenu pour parler à la bonne personne. Enfin, je sais pas, c'est tellement évident que... Donc là, je te laisse plutôt répondre, parce qu'à mon avis, c'est plutôt des demandes que toi, tu dois avoir. Moi, franchement, les gars, si vous me sortez UX Writing... je vous ris au nez, je suis désolé, mais pour moi, c'est rien de plus que ça. Je vais mitiger un peu le propos. L'UX Writing, ça existe. Ça existe quand tu fais de l'UX design, pour le coup. Oui, bien sûr. Quand tu fais du design produit et que tu dois accompagner ton utilisateur dans son cheminement à l'intérieur de ton produit en ligne, de ton app, ou voilà, oui, mais en quoi c'est différent de contenu. Tu vas utiliser des tooltips
type, avec du contenu. Enfin, tu peux utiliser plein de choses en matière de contenu. Et ça s'appelle l'UX Writing. Donc, l'UX Writing, c'est vraiment de l'UX, pour le coup. Voilà. C'est pas du tout du SEO, et c'est vraiment une discipline qui a rattaché du design et justement de l'expérience utilisateur, mais au sens interaction, taille des boutons, couleur des boutons, enfin voilà, le design UX, le design produit. En fait, peut-être, moi je fais de l'UX writing, pardon, parce que je vois qu'il y en a qui entendent mal, donc l'UX writing, mais je le sais pas en fait. C'est-à-dire que quand on optimise nos pages pour les rendre plus intéressantes, essayer d'utiliser les techniques de CRO justement pour améliorer les taux de clic et ce genre de choses, peut-être que là je fais du l'UX writing sans m'en rendre compte. C'est cool, je vais pouvoir ajouter une nouvelle balise sur mon CV, je vais pouvoir augmenter mes prix. Ouais, moi, en matière de rédaction web, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme c'est un peu bullshit quand même de se dire, je fais de l'UX writing parce que je fais de la rédaction web, c'est pas tout à fait vrai. Et je te le disais en amont, je vais le répéter parce que tout le monde le sait, je ne cache rien, je suis une personne très, très transparente. Moi, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui fait de la rédaction in-app pour aider nos internautes à se déplacer dans notre application. Sauf que c'est pas du tout une rédactrice. C'est Sophie, que vous ne connaissez pas, qui est en back-office chez nous. Mais voilà, c'est pas du tout une rédactrice web. D'ailleurs, je vais pas dire qu'elle y connaît rien. Elle travaille avec moi depuis une petite année, donc elle connaît un peu la rédaction web quand même. Mais c'est pas du tout son métier d'écrire, de faire de la rédaction. Et pour autant, c'est elle qui fait l'UX writing à l'intérieur de l'app. Donc pour moi, il y a vraiment voilà un distinguo. Je voulais l'aborder rapidement ce petit point-là, comme on parlait voilà UX, SXO, et qu'on mélange un peu tout sur ces sujets. Mettons un petit peu les points sur les i et les barres au t, comme on dit. C'est ça, exactement. Il y a pas mal de questions. Hein. Merci à tous et à toutes. Il y a vraiment des bonnes questions. Moi, j'ai vu tout à l'heure une expression de David Bardi qui disait le SXO, ce ne serait pas du SEO sexy pour l'utilisateur. Je suis fan, j'adore. Je la garde. Hein. Voilà, vraiment. Alors, je pense que c'est du SEO pour les agences qui ont envie de créer quelque chose et pas être peut-être associé à l'image de certains SEO, donc ils ont créé un peu autre chose. Mais je pense qu'il y a des stratégies SEO qui ont été mises en œuvre en 2012-2013 qui font vraiment de l'ombre à certaines d'aujourd'hui qui sont soi-disant SXO. Hein. Voilà, enfin, les techniques d'amélioration voilà, qui sont entre le marketing comportemental, ce que les Américains appellent le CRO, donc le Conversion Rate Optimization, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, ça fait 10 ans que ça existe, et eux, alors eux, c'est vrai qu'ils ont plutôt un profil marketing, donc ils se considèrent pas comme étant des SEO, mais que ton but, ce soit de cibler le trafic organique te transforme en SEO, ou que ton but, ça soit de cibler le trafic, je sais pas, des Google Ads, fait que tu n'es plus un SEO, ça me paraît un raccourci un peu rapide. Voilà, ton but, c'est d'améliorer ta page, tu vois, voilà, c'est tout, quoi. Je vous montre pourquoi on rit. Oui. Excellent. Merci, Yeka. Ça serait pas pareil sans lui, c'est sûr. Ok, donc on l'aura bien compris, enfin j'espère que vous l'avez bien compris, le SXO, voilà, c'est vraiment un ensemble de choses et ça regroupe à la fois de la performance, du design, de l'intention, du contenu, mais surtout, ça s'intéresse à l'utilisateur et ça remet finalement l'utilisateur au centre de toute la démarche SEO. Et dans ce sens-là, c'est vrai que je te rejoins du coup pour dire que c'est indissociable de notre métier. Hein. Voilà, sinon ça veut dire qu'on écrit pour les robots. J'ose espérer que c'est pas le cas et que on écrit bien pour des internautes et pour les aider à comprendre qui sont les entreprises, à comprendre quels sont les produits et comment les produits vont pouvoir les aider. Et c'est bien ça tout l'objectif de notre métier. Du coup, comme tu le sais, j'essaye de faire des lives qui sont toujours un peu didactiques et je sais que tu as très très bien préparé ta copie. Donc si ça te va, on va passer sur la partie vraiment conseils pratiques. Pour le coup. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il s'agit pas de donner une recette miracle. Hein, on va pas te dire, voilà, il y a telle case à cocher et puis avec ça,
tout va bien. Ce sont plutôt, comme un peu toujours, des pistes de réflexion pour essayer d'alimenter un peu les gens qui nous regardent et de leur donner des idées de choses à faire et à creuser, ou en tout cas des questions à se poser quand ils vont être au moment de faire leur stratégie, et de ne pas oublier justement cette partie utilisateur au moment de créer la strat. Donc je vais repartager tes slides et je vais te laisser nous présenter ça. Oui, ok. Bah écoute, oui, très bien. Alors, tu es sur quelle slide? Tu es sur la slide 1 sur 4. Ok, d'accord, j'arrive. Ouais, alors ce que j'ai l'habitude de dire quand même, c'est la stratégie qui doit être mise en œuvre en SEO. Bah, c'est bête à dire, mais ça part quand même beaucoup du contenu. Il ne faut pas oublier que l'internaute, il cherche du contenu, en fait. Alors, quand je dis contenu, ce n'est pas forcément du texte, hein, ça peut être tout type de contenu. Mais c'est sûr que ce que recherche Google, et là on va reparler de Google 5 minutes, c'est la réponse à la question qu'a posée l'internaute, la bonne réponse à ce qui est caché derrière l'intention que lui il a identifiée chez l'internaute. Et donc c'est une réponse qui peut être textuelle, qui peut être visuelle, qui peut être vidéo, ça peut être du son, voilà, ça peut être plein de choses. Donc on part quand même je sais pas comment vous simplifiez ça, mais on part de votre page web en fait finalement. Donc de quoi vous allez parler en fait, de quoi quelles sont les thématiques en fait que vous allez aborder sur votre site. Et moi j'ai l'habitude de parler du cycle d'engagement. Donc le cycle d'engagement, ce sont les étapes par lesquelles l'internaute passe avant d'arriver jusqu'à votre site. C'est le fameux peut-être triptyque que vous avez vu des recherches informationnelles, comparatives et transactionnelles. Donc c'est très important parce que évidemment, vous n'allez pas rédiger un contenu de la même manière s'il s'adresse à un internaute qui est dans une recherche d'information, d'un internaute qui est dans une recherche de comparaison, on va en parler un petit peu après, et dans une recherche de transaction. Un internaute qui cherche à s'informer, si vous voulez lui vendre quelque chose, ça ne va jamais marcher. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller dans n'importe quel magasin, et vous sautez sur le client qui entre et vous lui dites tu prends ça, ça coûte 9,90 €, il va même pas te regarder, il va partir. C'est une réalité, c'est-à-dire que l'internaute c'est un être humain, ça ne change rien qu'il passe par les claviers. Si son besoin c'est à quoi ça sert une pompe à chaleur, tu peux t'amuser autant que tu veux, lui dire ouais mais grâce là en ce moment il y a un crédit d'impôt où tu peux acheter une pompe à chaleur, ouais mais moi je m'en fous, je veux juste savoir ce que c'est, j'en ai déjà une en fait, c'est juste que voilà, je suis arrivé dans mon immeuble, il y avait déjà la pompe à chaleur, donc essaye pas de m'en vendre une. Donc ça c'est hyper important en fait, c'est ton contenu. Alors encore une fois, il y a des exceptions, mais ton contenu, il ne va pas cibler toutes les intentions. Alors, on a vu pondre sur Internet récemment, enfin là depuis 1 an ou 2, des guides qui font 15 000, 20 000 mots. Pourquoi? Parce que d'abord, on a la définition du truc en 3 ou 5 000 mots. Après, on a la comparaison de tout ce qui est possible de faire. Et après, on a, entre guillemets, la transaction. Alors, je dis pas que ça marche pas, hein, ça peut fonctionner. Mais bon, c'est un peu gros, quoi. Je veux dire, l'internaute, il va jamais dérouler les 150 sous-niveaux de ton article, il va jamais faire ça. Alors que faire un contenu efficace qui répond exactement à ce que veut l'internaute, bah, c'est exactement ce qu'il veut, c'est ce que Google veut, c'est ce que tout le monde veut, donc c'est parfait. Donc partir du sujet, en fait, partir du sujet, de la thématique, hyper important. Je serais même tentée de dire l'avantage qu'il a, l'internaute, par rapport à quand il va dans un magasin, c'est que il y a personne il y a même pas la politesse qui va le retenir de s'enfuir en courant, parce exactement. que pour avoir fait de la vente au porte-à-porte, je t'assure que vendre des trucs à des gens qui en veulent pas, ou au départ, qui n'ont même pas idée qu'ils en veulent, c'est possible, hein. Mais avec Internet, tu ne peux pas, puisque c'est lui qui va maîtriser de façon totale sa navigation. Donc s'il veut fermer la fenêtre, tu peux lui écrire tout ce que tu veux, lui mettre tous les boutons roses que tu as envie. De toute façon, il va la fermer. Donc autant pas se leurrer et se rendre à l'évidence que plus la réponse sera précise et adaptée, et mieux c'est, finalement. C'est ça, exactement. Mais en même temps, c'est pas facile, parce que c'est pas facile de savoir ce que veut l'internaute, hein. C'est pas parce qu'il a tapé. Alors bon, s'il tape acheter chaussures taille 46 couleur rouge, a priori on sait ce qu'il veut. Et il y a plein de situations où en fait il tape une requête et même lui il est pas sûr de savoir ce qu'il veut en fait, hein. Faut pas oublier ça. Alors il y avait une étude, j'en avais déjà parlé au SEO Camp, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, où Google avait identifié
que pour chaque étape du cycle d'engagement, l'internaute, il tapait 7 requêtes avant d'arriver à ce qui l'intéresse vraiment. Vous imaginez ce que c'est 7 requêtes? Ça veut dire qu'il y en a, ils passent 7 minutes, Yeka, il passe 7 secondes à taper les 7 requêtes, mais il y en a, ils mettent 1 heure, 2 heures, ils mettent même plusieurs jours avant d'identifier exactement ce dont ils ont besoin, quoi. Faut pas croire que tous les utilisateurs du web sont des pros, enfin tous les internautes sont des pros du web qui savent exactement ce qu'ils cherchent quand ils le font. Il y en a plein, ils ne savent pas. C'est pour ça qu'ils demandent à Google. Ils savent pas. Ils cherchent une réponse à leurs problèmes, à leurs besoins. Donc, ils utilisent Google pour ça. Donc, ils ne savent pas. Et ceux qui savent déjà ce dont ils ont besoin, eh ben, c'est pas parce qu'ils tapent acheter chaussures qu'ils vont forcément l'acheter chez vous. Il y a plein d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et ce n'est pas que le prix. Ce n'est pas que la livraison. Et ce n'est pas parce que vous faites français ou que vous êtes Amazon. Il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et ça, c'est très, très difficile à identifier. C'est un travail, on va dire. C'est un travail d'identifier ça. Voilà, donc je reviens au sujet initial, sinon je vais partir vraiment trop loin. Donc voilà, bonne pratique, c'est détecter les bonnes thématiques qui intéressent votre cible. Évidemment, l'étape 0, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé avant, c'est les personas. Vous savez évidemment à qui vous vous adressez et vous savez quelles sont les problématiques de votre persona. Vous savez à quoi il s'intéresse, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il est susceptible enfin, qu'est-ce qu'il imagine trouver, on va dire, sur votre site. Et ça, c'est très important. Une fois que vous avez identifié ça, chose hyper importante, et ça, c'est une recommandation qu'il y a toujours en SEO, les choses ne sont pas dans le marbre. C'est pas parce qu'une fois vous avez identifié un sujet qui répondait à tous les critères, pour vous, il était parfait, c'est pas pour ça qu'il sera parfait. N'oubliez pas de vous adapter, de tester. On peut se rendre compte qu'en fait, notre super sujet, il n'est pas si bon que ça, quoi. On a plein d'outils, on a la Search Console, on a Analytics, on a des outils d'analyse comportementale. Donc, n'oubliez pas que un contenu, voilà, c'est un contenu. Il peut y avoir plusieurs contenus, il peut y avoir plusieurs sujets, il peut y avoir plusieurs problématiques. On pourra peut-être en parler après sur les, on va dire, les quelques cas d'études de cas de projet. La deuxième recommandation, c'est le wireframe. Alors justement, il y a une étude qui est sortie tout récemment, avant-hier, sur l'utilisation de l'UX par les SEO. Et je crois me souvenir que l'un des critères en fait qui avait fait son entrée de la manière la plus évidente, on va dire, dans les stratégies SEO et dans les stratégies des agences digitales, c'était l'utilisation du wireframe. Et c'est pas un hasard, parce que en fait, le wireframe, c'est quand on fait une création de site, une refonte de site, on va créer non pas la maquette, mais l'étape qu'il y a avant, c'est-à-dire où placer, on va dire, les différents éléments sur la page. C'est un petit peu ça un wireframe. Et ça va permettre déjà d'identifier où se trouve l'information principale, qu'est-ce que l'internaute va voir au moment où il va arriver sur votre page, et qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement faire, quelles sont les actions qu'il pourrait faire. Et ça, moi j'adorerais. Alors tu fais une petite parenthèse, toi tu disais tu n'avais pas trop de persona quand on te faisait des demandes de contenu. Moi j'ai pas souvent des wireframes, j'essaye de l'imposer, mais c'est assez difficile. Parce que c'est pas encore entré dans les mœurs, c'est dans une habitude. Il y a plein d'agences, ils créent des maquettes, ils créent des sites et après ils vont voir le SEO en disant est-ce que notre site il est compatible Google, quoi. Alors limite, moi je préférerais même faire le contenu avant le wireframing, ça m'arrangerait parce que moi déjà même la wireframe, elle m'embête au plus haut point parce qu'on va me dire alors là il faut caser un paragraphe de 35 mots et là il faut caser un paragraphe de oui, donc on n'a plus aucune liberté dans le contenu, mais il faut faire du copywriting. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en général, et c'est ça. Le genre de projet sur lesquels je ne vais pas parce que tu sais que tu as tellement peu de liberté à la fin que de toute façon tu pourras pas faire ton taf correctement. Donc avec une maquette déjà designée, presque déjà montée en HTML, allez, il n'y a plus qu'à caser le texte dedans, on sait qu'on va à la catastrophe. On va à la catastrophe, exactement. Et moi, je pousse vraiment pour essayer d'avoir, d'une part, le contenu avant, c'est pas toujours simple, et d'avoir le wireframe avant tout, quoi. Et en fait, c'est marrant, mais ce wireframe, c'est juste un fond blanc avec des traits noirs, mais alors on voit des choses incroyables, quoi. On se rend compte, en fait, de la réalité des choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? Et là, tous les développeurs qui sont dans la place, tous les intégrateurs, ceux qui ont dû intégrer des maquettes, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on arrive, on a notre contenu,
on a notre maquette, et puis à côté, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire entrer tout ça? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Et puis on a notre maillage interne, on a nos call to action, on a notre menu, on doit structurer tout ça, c'est assez difficile. Donc le wireframe, il permet, on va dire, de structurer ça, mais il a quand même un penchant un peu négatif, c'est qu'il y a des gens qui pensent que c'est un rectangle et qu'il faut faire entrer tout ce qu'on veut dans ce rectangle. Non, un wireframe, c'est quand même censé être ouvert. Ça permet justement d'aller identifier les avantages, inconvénients de notre future page. C'est pas le wireframe, il est comme ça. Moi, je suis UX designer, je veux que ça soit comme ça. Et toi, SEO, toi, rédacteur, tu te débrouilles pour faire entrer ton texte là-dedans et tes call to action là-dedans. Non. Le wireframe, pour moi, c'est l'occasion justement que les UX designers, les DA, donc les directeurs artistiques, les rédacteurs, les SEO, voire même ceux qui sont sur les campagnes de stratégie digitale un peu plus ciblés, donc tous ceux qui font du SIA, ceux qui font même à tous les niveaux des campagnes de landing page newsletter, c'est le meilleur moment pour mettre tout ce beau monde autour d'une table et dire, regardez, on va mettre les éléments sur papier et on va essayer déjà d'identifier, on va dire, les avantages, les inconvénients de notre page et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça avec les contraintes du web, les contraintes du SEO, les contraintes de tout le monde. C'est un fichier qui est quasi parfait, quoi. Mais il y a très peu de monde qui l'utilise. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas encore le cas. Ça commence à arriver, mais c'est pas trop le cas. Donc vraiment, la wireframe, c'est la bonne reco pour faire les choses bien. Après, je pense que dans le chat, il y a plein de gens qui ont déjà un site, qui n'ont pas prévu de se lancer dans une refonte globale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire entrer l'outil du wireframe là-dedans? Eh ben, demain, vous devez mettre en place une landing page, vous voulez essayer d'améliorer votre fiche produit, et ben hop, vous enterrez la petite étape du wireframe, sauf que au lieu de partir de votre page produit actuelle, et ben partez d'une feuille blanche. Essayez de voir ce qui se passe. Vous allez voir, vous allez identifier plein de trucs. Et après, faites entrer tout de suite les développeurs à ce moment-là, puisque eux, ils savent comment fonctionne, on va dire, la page. Ils ont quand même pas mal d'infos. Faites entrer les designers, faites entrer un max de monde dans cette étape, on va dire, de création du wireframe. Et comme pour tout dans le web de manière générale, c'est pas du marbre. Les choses, elles sont évolutives. On aura l'occasion d'améliorer notre contenu après. On aura l'occasion d'améliorer le design si c'est nécessaire. On pourra utiliser les outils de CRO, les cartes de chaleur, les tests AB pour faire mieux après. Il n'y a pas de souci. Mais essayez de ne pas sauter cette étape parce qu'elle peut être très importante. Voilà. Alors, ça fait très précisément 10 minutes que Yeka n'a rien dit. Donc, je me demande, soit il n'est plus connecté, soit vraiment il est en train de m'écouter, de prendre des notes. Tout va bien? Ouais. Donc ça, c'était le numéro 2. Le numéro 3. Bon, je sais pas, je te laisse parler, Morgane. Ah oui, rédiger, élaborer une structure de contenu percutant qui facilite le parcours de l'internaute. Oui, l'étape du contenu, elle est bien plus en amont qu'on l'imagine, finalement, parce que c'est ce que je te disais. Pour moi, même la wireframe, elle doit déjà faire intervenir un peu cette partie contenu, parce que quand on se retrouve coincé avec un design étriqué dans lequel on doit venir finalement insérer du contenu, on se retrouve à devoir s'adapter à quelque chose qui est pas souple du tout, et le message est important, au même titre que l'UX pour le coup. Le message à faire passer, le wording peut être très très important en fonction de l'objectif de la page. Donc ça va pas être le cas sur l'ensemble des pages, on est d'accord, mais il y a des pages cruciales où pour moi l'intervention du rédacteur, elle doit même se faire en amont ou pendant le wireframing, pour faire en sorte que on puisse avoir un wording un peu libéré et pas trop contraint, quoi. Après, on parle pas, là pour le coup, on parle pas de la partie les articles de blog, ce genre de choses. On parle de contenu plus touchy, plus proche pour le coup du tunnel, voire dans le tunnel. Les pages vraiment dédiées à l'achat, elles devraient faire l'objet d'un travail de rédaction qui soit concomitant avec le travail d'élaboration du design, parce que c'est bien joli, même sur des pages classiques, la page de catégorie avec tout le texte en bas qui sert à rien à l'utilisateur. Peut-être que d'un point de vue SEO ça marche encore, mais c'est pas très SXO tout ça. On pourrait imaginer des moyens beaucoup plus
fin et malin de faire en sorte que ce contenu soit rendu utile. Pire même, hein, enfin moi j'en vois régulièrement où il n'y a pas de mise en forme, c'est juste posé en bas tel quel, alors que ces contenus ils sont lus. Moi j'en ai la preuve pour avoir eu des retours sur des contenus de clients qui m'ont dit ah bah oui les clientes elles nous disent que donc les gens les lisent ces contenus, arrêtez de penser que parce qu'on les met en bas de la page on les voit pas, les gens les lisent. Donc il y a vraiment à repenser aussi, y compris sur les pages sur les pages commerciales, l'utilisation du contenu. En fait, le contenu SEO, c'est pas un peu de blabla qu'on met là juste pour ranker dans Google. Ça peut vraiment être un plus à un instant crucial, à un moment crucial où l'utilisateur est finalement en train d'acheter, en phase d'achat ou de choix, de décision. On a un rôle de réassurance dans le contenu, on a un rôle de pouvoir aussi aiguiller l'internaute sur d'autres pages connexes. Enfin, c'est vraiment le contenu, il est plus important que purement faire de l'optimisation sémantique. Ça, c'est facile aujourd'hui. On a tous les outils de la Terre pour le faire très bien. Mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin si on se donne à ce moment-là les moyens de le faire finalement. Ouais, et de toute façon, moi, c'est ce que je dis toujours. S'il y a des clients là qui sont dans le chat, ils vont comprendre. C'est arrêtons avec cette histoire de texte SEO. Mais c'est quoi cette connerie en fait? D'où ça vient cette histoire? J'aimerais bien connaître la personne qui a dit ça une première fois, mais c'est n'importe quoi. Le texte, il a pas d'intérêt. Google, il s'en fout du texte. Hein. Lui, il fournit une réponse à l'internaute. Hein, donc, il n'y a pas de texte SEO. C'est complètement con. Si tu n'as pas d'intérêt à mettre du texte dans ta page, bah n'en mets pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas ok, c'est un critère, mais ça, c'est tu trouveras un autre moyen d'aller positionner ta page ou d'amener l'internaute sur cette page. Parce qu'on oublie trop souvent que l'internaute, il n'arrive pas forcément par la page d'accueil ou par la fiche produit. Parfois, il arrive peut-être depuis le blog, et c'est pas pour ça qu'il peut pas naviguer vers ta page de catégorie où il n'y a pas de texte dedans. Hein. C'est juste une page qui a servi d'intermédiaire. Et elle va pas performer en SEO, c'est pas grave, elle va pas être premier sur telle ou telle requête, c'est pas grave, mais par contre, elle peut très bien servir le tunnel de l'internaute qui va l'amener jusqu'à l'achat, la demande de contact, ce genre de choses. Donc, faut arrêter avec ça, genre oui, ça nous fait chier, donc on va mettre du texte en bas et puis vas-y, hein, du gris sur, du gris léger sur un fond blanc, hein, parce qu'on n'a pas trop envie de le voir. Non, si tu veux pas voir ce contenu, dégage-le quoi. Il vaut mieux un vrai bon contenu travaillé, pensé pour l'internaute, que les espèces de boosts de fin de page, là, ça sert à rien. Et en plus, le pire dans toute cette histoire, c'est que, à nouveau, il y a une étude qui est sortie, je crois que ça date de septembre maintenant, où, alors je me demande si c'était pas SEMrush qui avait fait ça, sur quand même des centaines de milliers de pages, et en fait, ils ont identifié que peu de contenu, ça pouvait quand même ranker, parce que pourquoi ça répondait à l'intention de l'internaute, c'est ce qu'il voulait, et donc Google allait quand même bien positionner ces pages qui n'avaient pas forcément trop de contenu. Mais pourquoi? Parce qu'il a identifié que ce sont des pages de catégorie, et que sur la page de catégorie, sur un site e-commerce, l'internaute, ce qu'il veut, c'est voir en quelques lignes quels sont les produits par rapport au système de filtre, par exemple, et ensuite il va sur la fiche produit et donc il sort de la page. Il veut pas lire un guide complet de la chaussure avec tous les modèles de chaussures possibles. Parfois c'est du bon sens, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des situations où l'internaute, en fait, il doit comparer des produits ou des services qui sont compliqués, et là, il n'a pas envie de changer de page pour avoir l'information, l'explication des différents services qui lui sont proposés. Alors là, en effet, c'est intéressant. Mais si vous êtes sur des produits qui sont simples, pour lesquels il n'y a pas besoin d'explication, on ne va pas coller un guide en bas de la page. C'est complètement aberrant, quoi. Voilà. Ne le faites pas que pour Google, en tout cas. Donc ça, c'était la troisième reco. Et coup de gueule en même temps. Et la quatrième, et j'en profite pour faire... Ah oui, on n'a pas encore dit ça dépend. Ça dépend. Oui, comme souvent. Oui, ça dépend, c'est ça. Ça dépend, ça dépasse. Voilà, c'est malheureusement notre métier est fait ou heureusement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être ce qui fait l'intérêt du métier finalement, est fait de ça dépend. Mais je crois que moi c'est quelque chose, c'est un leitmotiv avec mon équipe, c'est la logique prime. C'est si on te demande de faire un truc qui te semble débile, il y a de fortes chances pour que le truc soit débile. En fait, c'est basique, hein, mais pourtant la réflexion elle doit être menée comme ça, quoi. Moi j'ai aussi des gens qui parlent de cannibalisation des fois dans des cas ou de choses comme ça où je suis là, mais c'est pas la logique, elle est où la logique? On s'en fout de la technique SEO de un tel qui dit attention à la cannibalisation. Ouais, mais elle est où la logique derrière ça?
Est-ce que cette Oui. page-là, elle répond bien à ça? Est-ce que c'est celle-là qu'on veut positionner? Bon, bah voilà, il y a un article de blog qui traîne, qui est en page 3 sur ce mot-clé, on s'en contrefou. C'est ça. On va y aller quand même. Et c'est le propre de notre métier. Ça dépend Ouais. du contexte, du besoin, de l'internaute et du client et de sa façon de communiquer avec son client, de la typologie de produit, tu le disais, produits simples, produits compliqués, en B2B, notamment sur du service, bah, on est forcément amené à accompagner beaucoup plus les services d'explication. Quand on vend des chaussures, bah, peut-être un peu moins. Et là, c'est la photo qui va beaucoup primer, hein, on le sait, hein, dans ces cas-là. Et le descriptif va vraiment venir donner les points de détail. Donc là, pour le coup, la tartine de 3000 mots, je sais pas trop de quoi elle pourrait parler, hein, mais C'est ça. elle est pas utile, elle est pas justifiée. Donc après que ça serve le SEO ou pas, faut continuer de penser que de toute façon ce moteur il s'améliore, que ce En genre permanence, ouais. de façon de faire un peu en se disant bah plus c'est long et plus Google va aimer, c'est très réducteur et qu'il y a de fortes à parier qu'au fil du temps de toute façon ce soit pas meilleur en classement. Ça peut être meilleur à l'instant T parce que voilà on est un peu là-dedans, mais moi j'en ai déjà parlé avec les AI les AI de rédaction qui arrivent. Hein. Il y a des choses qui se préparent et je suis pas sûre que faire des contenus de 10 000 mots en bas de ces pages de catégorie soit l'idée du siècle en ce moment. Mais voilà, réponse dans quelques temps. Les choses évoluent et souvent dans le bon sens et dans un sens logique surtout. Un contenu Exactement. utile au bon endroit, au bon moment, pour Au la bon bonne moment. personne. Et c'est peut-être finalement ça le SXO. Je vais te laisser terminer avec la 4e bonne pratique du coup. Oui, je fais juste une parenthèse parce que j'ai oublié de mentionner, on va dire, les différents podcasts et vidéos que je vous invitais à aller voir par rapport à ces différentes bonnes pratiques. Donc peut-être on va juste on peut juste retourner sur le 1, 2, 3, 4, comme ça, juste, j'oublie pas d'en parler parce qu'après, je vais passer sur autre chose. Donc, je voulais juste, d'une part, mentionner cette vidéo chez SEMrush, donc SEO, UX et CRO sur les bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi un podcast du Wamcast qui parlait des synergies entre SEO et UX. Je crois que c'est un podcast qui date quand même d'il y a 1 ou 2 ans sans trop de problèmes. Voilà, sur la slide suivante. Il y a donc le lien vers l'étude SEO et UX qui a été menée par l'agence Mediamu et Cozy. Elle est toute récente, hein, elle a été postée genre hier ou avant-hier. Et voilà, ils ont sondé des référenceurs en les questionnant sur les pratiques UX et SEO. Donc on apprend vraiment des choses intéressantes. Il y a aussi la conf, à mon avis, à pas rater, de Laura Blanchard qui aura lieu en février prochain au Black and White SEO 3. Bon, je fais un peu de promo, hein, je suis désolé. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de Laura, mais c'est vraiment quelqu'un qui fournit beaucoup de ressources très qualitatives sur le SEO et sur sur cette intégration de l'UX au SEO, puisque l'UX fait partie du SEO, d'accord. Ensuite, on a évidemment ton intervention chez Christophe Vidal où tu parles de la pertinence de contenu et la vidéo est vraiment très intéressante et c'est pas parce que je t'apprécie, elle est vraiment intéressante, donc je vous invite à la lire. Il y a aussi cet article d'une personne que je ne connais pas du tout personnellement qui s'appelle Limi et qui a écrit un article. Il est chiant cet article, pourquoi? Et ben, je vous invite à aller le lire, ça parle aussi de cet aspect de pertinence et le ton est très intéressant. Et donc on arrive sur le numéro 4 où je me suis dit que j'allais pouvoir faire un petit peu de promo pour moi puisque j'avais fait un peu de promo pour les autres, où en effet je vais vous parler de l'intention de recherche. Donc voilà, répondez véritablement aux besoins de l'internaute, je vous en ai un petit peu parlé avant. C'est fondamental en fait. Si vous savez pas ce que veut votre internaute, mais vous pouvez inventer tout texte que vous voulez, toutes les vidéos, vous pouvez faire de la 3D, de l'hologramme si ça vous amuse. Ça ne répond pas à ce que veut l'internaute, quoi. Et c'est désolant parce que parfois on voit des contenus qui sont vraiment, ils sont travaillés. On voit qu'il y a quelqu'un qui a réalisé quelque chose, une belle infographie, des contenus ou alors des pages produits vraiment hyper bien pensées. Mais c'est pas ce que je veux, mec. Je suis désolé, je m'en vais. Je clique juste sur le bouton ajouter au panier parce que moi je suis un SEO et je me dis bon, comme ça, son graphique des KPI sera pas trop mauvais. Voilà, c'est pas ce que je veux. Je cherche une info, tu me sors un bouton ajouter, enfin une fiche produit, quoi. C'est pas ce que je veux, donc je m'en vais. Voilà. Donc l'intention, c'est quand même fondamental. Vous savez qui vous ciblez, vous savez quels sont ses besoins, essayez de comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ça, c'est vraiment très important. Donc il y a évidemment la conf que j'avais fait au SEO Camp
où je m'intéressais à l'internaute dans la vraie vie, c'est-à-dire essayer de parler à vos internautes hors de Google, justement, pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Et puis, il y a le live, du coup, puisque c'est mardi prochain, Thomas Leonetti, il va parler de l'intention de recherche poussée, on va dire encore une fois, à l'extrême. C'est très important parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, mais informationnel, vous fournissez une info à l'internaute, transactionnel, vous lui vendez quelque chose. Et alors, je veux quand même parler de l'intention commerciale, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. On devrait l'appeler l'intention comparative, mais elle s'appelle l'intention commerciale, je ne sais pas pourquoi. La comparaison, ce n'est pas je compare un produit qui vaut 9 euros par rapport à un autre qui vaut 10 euros. Ça, c'est un aspect de la comparaison. Toutes les comparaisons sont possibles. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'un téléphone ou d'une tablette? Est-ce que je veux acheter proche de chez moi ou à l'autre bout du monde? Est-ce que je veux lire un témoignage de quelqu'un qui est dans la même situation que moi? Ça, c'est de la comparaison. Je compare une situation à la mienne. Je fais de la comparaison. Voilà, la comparaison, c'est pas juste des produits, ce produit, ou chez Amazon ou pas chez Amazon. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça peut aller très très loin, la comparaison. Et même parfois, se poser une question, ça peut être aussi une comparaison. Tiens, mais est-ce que j'irais pas plutôt en vacances en Bretagne plutôt que là où j'ai l'habitude d'aller habituellement? Eh ben, on est dans la comparaison quand on fait ça. Voilà. Donc faites attention avec ces intentions, parce qu'il y a aussi les intentions hybrides et tout ça. Le sujet est très très vaste, hein, c'est peut-être pas l'objet de cette conf, mais voilà, identifiez à qui vous parlez, quel est son besoin et qu'est-ce qui serait susceptible de taper dans Google, et essayez de comprendre ça. Et faites des tests, voilà. Parce que si vous ne faites pas de tests et que vous dites c'est bon, mon contenu il est bon, je suis sûr de moi, vous allez vous planter en fait, hein, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que c'est l'internaute qui décide, que c'est l'internaute qui clique sur votre call to action, que c'est l'internaute qui décide d'acheter votre produit, et s'il n'est pas convaincu ou s'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Je termine là-dessus parce que c'est souvent ce que je dis à mes clients. On peut faire le mieux possible, on peut être vraiment très précis dans notre étude du persona, on peut avoir vraiment des très bons contenus, on peut être très bon sur la popularité, ce qui est un critère quand même fondamental pour Google, et donc avoir notre site qui est bien positionné, éventuellement top 1. On peut avoir nos internautes qui cliquent, mais s'il ne veut pas acheter chez nous parce qu'il n'aime pas notre logo ou parce que en fait il y a quelque chose qui le dérange dans je sais pas, l'image de marque de ce que vous vendez, il n'achètera pas chez vous et vous ne pourrez rien y faire. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que 100% des internautes vont faire comme ça, mais il y en a forcément quelques-uns où ça va être le goût et les couleurs, ils vont décider qu'ils ne voudront pas acheter chez vous, ou ils ne voudront pas faire une demande de contact chez vous. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Le web, c'est quand même utilisé par 98% des Français, on va dire gentiment, donc si c'est pas lui, ça sera un autre. Mais essayez quand même de comprendre cette personne avant de vous dire, ok, il n'a pas acheté chez moi, c'est un connard, il n'a rien compris. Non, peut-être qu'il y a une vraie raison qui est cachée derrière ça, essayez de l'identifier et vous allez apprendre des choses sur vous aussi. Pour finir. Donc, on a bien compris, hein, le SXO, du coup, selon Dan Bernier, en tout cas, mais moi je suis assez d'accord avec lui aujourd'hui, c'est vraiment la prise en compte de l'utilisateur à chaque étape. Et je crois que c'est vraiment ça le fondement auquel il faut se raccrocher. Alors on l'appelle SXO si on a envie, même si ça sonne un peu bullshit depuis quelques temps déjà. Mais il ne s'agit pas juste des core web vitals, quoi. En substance, le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'est pas que de la web perf, de faire du SXO et de faire de l'UX quand on est SEO. Aujourd'hui, c'est juste indispensable et indissociable de notre métier, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour amener du trafic et vous n'êtes pas là pour faire du trafic. On est tous là pour qu'à l'arrivée, il y ait des clients, il y ait des leads, il y ait des rendez-vous, et c'est ce qu'on cherche tous quand on a une entreprise en ligne. Voilà. Et si je peux résumer vraiment le truc à la fin, n'attendez pas de voir votre trafic tomber ou vos ventes s'arrêter pour vous intéresser à l'internaute, quoi. Faites-le dès que vous pouvez, demain si c'est possible. C'est vraiment important. C'est pas un truc en plus, une recette magique qui vient de sortir. En fait, ça a toujours existé. C'est juste que peut-être qu'il y a 15 ans ou peut-être même il y a 10 ans, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui pour pouvoir comprendre cet internaute-là. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. On n'a pas parlé des cartes de chaleur ou des outils de test AB et tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui existent.
La Search Console, hein, on n'en a pas parlé, mais Google, il fournit plein d'infos. Merci Google, hein, il le fournit gratuitement, autant l'utiliser. Voilà, moi j'ai l'habitude d'entendre, parce que je bosse beaucoup avec des services marketing sur la si on fait 3% de taux de conversion, on est super content. Non, c'est de la merde, quoi. Je veux dire, ils font quoi les 97% autres, quoi? Est-ce qu'on peut s'intéresser à cela? Est-ce qu'on peut sortir de, je sais pas, des espèces de mythes qui sont, je sais pas pourquoi, dans le marbre depuis l'origine du web? Non, on peut casser ça, c'est possible, mais pour ça, il faut s'intéresser à la personne qui est de l'autre côté de l'écran, quoi. Il faut s'y intéresser vraiment. Et ça, c'est un travail, c'est pas simple. Voilà. C'est du boulot. Merci beaucoup, Dan. Merci à tous pour votre présence. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes puisque c'est le dernier live de l'année pour moi et on se retrouvera pour un prochain One Morgan Show live au mois de janvier maintenant. Donc, activez la petite cloche et on se retrouve après les fêtes. Bonne fin de journée à